Bonjour à vous tous. Merci d'être là pour la présentation du résultat du travail de Romain Ducreux, donc, qui a travaillé au sein d'Éduterre Recherche dans le cadre de son master professionnel en sciences humaines et sociales, intitulé Ingénierie des apprentissages en formation professionnelle et technologie éducative. Et dans le cadre de ce master, il a fait son stage au sein de la maison d'édition, qui est toujours demandeuse d'avoir des retours sur les usages de ses propres ressources. Et dans le cadre de ce master, donc, le travail de Romain consistait à faire une étude approfondie des usages que les utilisateurs, formateurs, enseignants, apprenants également, sur prescription ou non, pouvaient faire quel usage pouvaient-ils faire des ressources EducAgriNet. Donc, il est vrai qu'une maison d'édition est toujours un peu en demande de connaître ces usages pour essayer d'adapter ces ressources, de les améliorer. Et donc les questions se posent de savoir dans quelle mesure ces ressources entrent dans les pratiques pédagogiques des enseignants, des formateurs, surtout à une époque où on est dans une phase un peu mouvante, avec des mutations importantes, avec l'apparition de nouveaux outils, de nouveaux logiciels, avec des équipements plus performants, et voir également quelle plus-value dans le cadre d'une démarche pédagogique innovante ou d'une démarche pédagogique plus classique, et quelle plus-value pédagogique ces ressources peuvent apporter, ces ressources EducAgriNet peuvent apporter aux enseignants dans leur pratique et leur quotidien professionnel. Voilà, donc bienvenue Romain, merci. D'être venu. Donc le mémoire a été soutenu à l'automne dernier. Voilà. À l'automne dernier, et c'est l'occasion donc d'en faire une présentation mémoire donc intitulée La diversité des usages des ressources EducAgriNet dans le cadre de l'enseignement agricole. Voilà, je te donne la parole. Merci, donc merci à tous d'être venus. Donc je vais commencer ma présentation en rappelant une étude qui a été faite il y a 2 ans par Gérald et Irina, une première étude qui a été initiée sur l'usage des ressources pédagogiques EducAgriNet. Donc je vais vous la présenter globalement. Donc elle se focalisait essentiellement sur les modules qui étaient employés par les utilisateurs des ressources EducAgriNet et pour quels objectifs. Il fallait déterminer quelles étaient les causes d'abonnement, de réabonnement et de désabonnement des utilisateurs à travers les différents établissements. Donc sur les 107 établissements abonnés en 2010, ils en ont contacté 59. Parmi les 59, ils ont relevé 29 abonnés utilisateurs, 13 abonnés non utilisateurs, 10 injoignables et 7 désabonnés. Ils se sont focalisés essentiellement sur la raison pour laquelle ces abonnés non utilisateurs n'utilisaient pas les ressources. Donc, parmi les raisons, la jeunesse de l'abonnement, étant donné que la plupart de ces abonnés non utilisateurs s'étaient abonnés la même année, en 2010, il leur manquait un peu de temps pour découvrir l'outil. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième concerne aussi l'abonnement par les collectivités, par la région, où certains établissements n'étaient pas au courant qu'ils avaient l'opportunité de pouvoir utiliser ces ressources. Donc l'étude s'est essentiellement focalisée sur les facteurs externes de non-réabonnement. Il y a assez peu d'éléments concernant l'appréciation des ressources en elles-mêmes. Donc il y a par exemple la création de cours pour les formateurs qui a été évoquée, la familiarisation avec l'outil informatique pour les apprenants. Donc c'est un usage qu'on ne supposait pas spécialement à ce moment-là et qui a été quand même attesté par Gérald et Irina, c'est que EducAgriNet était aussi utilisé pour familiariser certains apprenants avec l'outil informatique. Et il y a eu également des cours en présentiel, c'est-à-dire que le formateur utilise par l'intermédiaire du vidéoprojecteur les ressources pour les diffuser à ses élèves et faire son cours de manière magistrale. Donc ça, c'est l'aperçu des usages que nous offrent Gérald et Irina dans leur étude. Pour ma part, j'ai décidé de vraiment accentuer, pousser vraiment dans cette direction, c'est-à-dire essayer de comprendre plus précisément quelles étaient la diversité des usages des ressources EducAgri. Donc un questionnement général, c'est comment expliquer déjà le renouvellement
des abonnements au travers des années. Qu'est-ce qui plaît aux formateurs? Pourquoi utilisent-ils les ressources Educagri plutôt que d'autres? Quels sont les éléments qui font qu'ils vont adopter ces ressources? Donc, quelles ressources adopter pour les futurs titres? Cela renvoie donc au concept de granularité, c'est-à-dire l'agencement des connaissances dans un titre, c'est-à-dire le niveau de découpage du grain pédagogique. Donc, c'est quelque chose d'assez difficile à comprendre de prime abord. C'est comment est-ce que la ressource est agencée au niveau pédagogique? Est-ce qu'il y a des objectifs qui sont précisés? Est-ce que la ressource est plutôt ouverte? C'est-à-dire, est-ce que l'enseignant, le formateur peut se réapproprier des grains pédagogiques de base, comme par exemple les schémas, les animations, pour ensuite les réintégrer dans son propre cours? Ou est-ce qu'au contraire, on peut considérer la ressource comme tendant vers l'auto-formation, l'autosuffisance de l'apprenant, c'est-à-dire une ressource où l'objectif est précisé et les liens sont faits entre les différentes parties de la ressource et entre chaque titre. Au début de mon étude, il m'a été donné d'analyser chacune des ressources à travers les différentes thématiques. Et je vais vous présenter donc différentes caractéristiques des ressources Educagri qui ont influencé la manière d'envisager l'étude par la suite. Donc EducagriNet, c'est plus de 350 ressources à travers 14 rubriques, dont 11 vraiment spécifiques au monde agricole et 3 rubriques plus générales qui sont les mathématiques, l'expression communication, mais également mathématiques, expression, communication, mais j'ai oublié l'histoire géo, merci Gilbert. Diffusés pour 4 types d'établissements qui ont leur mode de fonctionnement spécifique par rapport à la formation. Donc le centre de formation des apprentis, le centre de formation professionnelle des promotions agricoles, les maisons familiales rurales et les lycées agricoles. Ces ressources donc sont diffusées pour différents niveaux d'apprenants. Ça va du CAPA, donc niveau 5, jusqu'au BTS, niveau 3. Adaptées de différents supports, donc dans la collection EducagriNet qui compte aujourd'hui plus de 384 ressources. L'essentiel sont adaptés de supports déjà existants, que ce soit les DVD de la collection Educagri ou encore les manuels de la collection cible d'auto-formation destinés aux brevets professionnels responsables d'exploitation agricole. Ou encore, au début, c'est comme ça qu'ont été créées les ressources Educagri, adaptées des CD-ROM kit parcours, qui pouvaient s'apparenter à certaines ressources qu'on retrouve encore aujourd'hui, notamment en compta-gestion ou encore en mathématiques. Donc voilà, plusieurs structures didactiques qui en découlent en fonction du support d'adaptation et différents médias qui la composent. J'en arrive à la conclusion suivante. Une grande variété d'usages présupposés et de prescriptions. Donc l'objectif de cette étude, c'est de faire la synthèse de ces différents usages et des prescriptions des formateurs faites aux apprenants. Donc je vais vraiment focaliser cette étude sur l'acteur formateur parce qu'il est vraiment au cœur du fonctionnement des ressources EducagriNet parce qu'il fait la médiation d'une part entre les apprenants, les stagiaires, mais aussi les responsables de centres de documentation, la direction, et communique aussi auprès des concepteurs des ressources. Donc, je vais vous présenter rapidement 4 ressources différentes pour bien vous montrer la diversité au niveau des contenus médias, mais aussi de la structure didactique. Donc, la première est tirée de la partie donc en biologie générale, de la collection cible, donc des documents d'auto-formation papier, donc qui s'adresse essentiellement au niveau 4, niveau bac, avec une structure de cours linéaire en partie et sous-partie, avec des liens
pour les éléments du lexique qui sont faits en escamots. Alors je précise ce que c'est, parce que c'est très important au niveau de la navigation. Ça correspond à une infobulle lorsqu'on clique sur un élément du lexique qui nous permet de voir apparaître directement la définition sans basculer sur une nouvelle diapositive. Donc ça facilite vraiment la navigation. Donc cette ressource est entrecoupée de schémas, d'exercices, où vraiment l'apprenant est sollicité. Il est très actif parce qu'il y a des questions ouvertes qui sollicitent vraiment la réflexion sur le cours. Je vous en présente une deuxième qui a beaucoup de succès, c'est la connaissance du sol, qui est basée, elle, sur un support DVD. L'essentiel de la ressource a été construite par rapport à la trame scénaristique du DVD. Elle comporte également, comme pour la précédente, un glossaire, mais aussi une version imprimable, c'est-à-dire un condensé du cours que l'apprenant va pouvoir se réapproprier en imprimant et en consultant chez lui ces ressources. Une troisième, alors elle qui est radicalement différente des deux premières, qui est extraite de la collection sur les arbres fruitiers, qui elle présente un savoir, je dirais, plus encyclopédique. C'est-à-dire que les choses sont présentées à la manière un petit peu d'une encyclopédie où tout est regroupé pour chacun des arbres fruitiers en fonction de leurs caractéristiques. Ensuite, je terminerai avec celle-ci, une beaucoup plus récente, où l'accent est mis vraiment sur l'interactivité, où l'apprenant est sollicité à répondre à des questions avant même d'avoir le cours. C'est-à-dire qu'il va répondre à la question et ensuite on va lui diffuser les connaissances. Et ça, c'est une autre manière d'aborder le cours. Je passe à la problématique. Donc, l'objectif général de l'étude, c'était d'attester de la diversité des usages et d'en faire la synthèse. Donc 3 points essentiels. Déjà par rapport à l'étude qui a été faite par Gérald et Irina, je souhaiterais compléter un petit peu les choses pour ce qui est de la communication entre les formateurs. Comment est-ce qu'à travers un même établissement, ils se transmettent leur façon d'utiliser les ressources? Quelles représentations s'en font-ils? C'est-à-dire comment est-ce qu'ils intègrent EducaGreenNet dans leur pédagogie? Pour eux, quelle vocation a l'outil? Donc, quels usages et par rapport à quelles pratiques pédagogiques? Ça va de soi. Et quels sont leurs critères de sélection? Par rapport à quel élément de la ressource ils vont se dire je vais l'utiliser? Ça, on le verra, ça peut être par rapport à un média spécifique, à une thématique ou encore à d'autres choses. Je reviens sur le concept de granularisation, où je vais opposer 2 concepts, celle de la ressource ouverte, qui est vraiment basée sur l'objet multimédia, donc le développement de types de documents, images, vidéos, des ressources qui vont pouvoir être intégrées ensuite par le formateur dans d'autres sources de son cru, pour créer ensuite un ensemble pédagogique cohérent. Donc ça s'apparente un petit peu à une banque de données directement accessible par l'utilisateur, avec un objectif de circulation des ressources. Et par opposition, ça reste très théorique, ce que je vous dis, c'est des exemples théoriques. Donc le point de vue didactique et pédagogique, où là la ressource est vraiment conçue pour l'auto-formation et l'autosuffisance de l'apprenant, c'est-à-dire qu'il va la consulter du début jusqu'à la fin et il va apprendre par lui-même avec un scénario pédagogique bien précis. Donc une ressource qui propose un enchaînement didactique pour favoriser l'autonomie et l'autosuffisance de l'apprenant, comme je viens de le dire, avec une unité didactique minimale qui regroupe un objectif, une tâche et une évaluation, et parfois même un résumé de ce qu'a pu faire l'apprenant sur une ressource ultérieure. Donc ça concerne l'hypertextualité, c'est-à-dire vraiment le lien entre chaque ressource, ne serait-ce que par rapport à des résumés
et des liens hypertextes en cliquant donc sur une partie de la ressource qui en amène à une autre. Je passe à la méthodologie de mon étude. Elle s'est déroulée en 3 temps. D'une part, en premier lieu, un relevé statistique des connexions différentes ressources a été fait. Il y avait 2 buts à faire ce relevé statistique. Déjà, identifier les établissements présentant le plus grand nombre de ressources pour cibler ensuite l'envoi du questionnaire. Et identifier aussi les ressources les plus sollicitées en lien avec les résultats obtenus au questionnaire et les témoignages recueillis en entretien pour identifier les variables qui expliquent justement le fait que les ressources soient sollicitées, qu'elles présentent un grand nombre de connexions. J'ai envoyé ensuite un questionnaire à 12 établissements, répartis en 3 parties, donc une présentation générale du formateur, qu'est-ce qu'il enseigne, depuis combien de temps, quelles autres ressources utilise-t-il à part EducaGreenNet, la fréquence avec laquelle il utilise ces ressources, le nombre, les situations d'usage, quel matériel il utilise, quel matériel utilisent ses apprenants, ses stagiaires, les rubriques consultées. Et enfin, pour orienter la suite du questionnaire, j'avais décidé de créer une question qui concerne les 3 titres qu'utilise le plus l'utilisateur pour ensuite développer des questions spécifiques à l'ergonomie, d'une part, à l'adéquation au référentiel de formation, pour savoir vraiment ce qui plaît aussi et quels sont les besoins concernant ces ressources en particulier. Si j'avais décidé, par exemple, de demander de manière générale leur avis sur les ressources, étant donné la grande diversité, on ne saurait pas lesquelles plaisent plus aux formateurs et lesquelles sont utilisées, mais de manière moins fréquente. Donc voilà, l'avis sur les ressources les plus utilisées, la prise en main, aussi la qualité du contenu évaluatif, leurs demandes de manière générale concernant les ressources, leurs suggestions pour les améliorer. Ensuite, j'ai mené 8 entretiens auprès de formateurs lorsque j'ai visité les établissements. J'ai également fait des entretiens auprès des responsables CDR. Ceux-là, je ne les ai pas retranscrits, m'ont simplement servi à comprendre le lien qui unissait les formateurs aux responsables CDR dans l'utilisation des ressources. Donc pourquoi semi-directif ? C'est-à-dire que seule la première question que je leur posais était préparée à l'avance. Ensuite, je suivais simplement une grille thématique en fonction de la problématique. Déjà, les prescriptions. Quelles prescriptions font-ils à leurs stagiaires ? Leur profil. Comment est-ce qu'ils s'approprient eux aussi la ressource ? Quelles sont leurs réactions ? Comment ils les utilisent ? La communication autour des ressources, ça j'en ai déjà parlé. Leur motivation à utiliser les ressources EducaGreen. Et aussi leur représentation des ressources. Donc les entretiens duraient de 30 minutes à 1 heure selon la richesse des réponses développées par le formateur. Donc par exemple, quand je posais une question au formateur, il développait sa réponse et je m'appuyais sur ce qu'il avait dit pour ensuite poser la question suivante en veillant à ce que chaque thème de ma grille soit rempli. Donc de l'ensemble de la transcription des entretiens, j'ai pu faire 9 catégories d'analyse. Donc on retrouve parmi ces 9 catégories celles qui figuraient dans la grille d'entretien, avec en plus les conditions de travail du formateur qui sont évoquées, l'activité du stagiaire, comment est-ce qu'il utilise lui aussi les ressources, et les critiques de la part des formateurs des ressources, c'est-à-dire quels sont les avantages qu'elles présentent, les points perfectibles, et aussi les avantages que les formateurs trouvent à ces ressources. Je passe aux résultats de l'étude. Donc dans un premier temps, je vais vous parler
des résultats statistiques. Un premier constat, c'est qu'il y a certaines ressources qui sont beaucoup plus utilisées que d'autres. La moitié des ressources les plus consultées représentent 87% des connexions totales. Donc ça veut dire qu'il y a 23% des ressources qui représentent la moitié. Non, je recommence. La moitié des ressources les moins consultées représentent 23% des connexions. Donc là, je vais vous dire quelles sont ces ressources les plus consultées. Donc avant ça, pour appuyer mes propos, je vais vous présenter ce graphique. Je vais vous expliquer comment le lire. Donc par exemple, la première ressource la plus consultée représente à peu près 5500 connexions. Elle concerne le travail du sol. La 51e ressource la plus consultée, à peu près 800. La 200e, à peu près 300. Donc si on avait une répartition équitable des connexions à travers les différentes ressources, on verrait une ligne droite. Donc je vais vous montrer quels sont les 10 titres les plus consultés. Ils ne sont pas dans l'ordre, je les ai regroupés par rubrique. Donc le sol et sa fertilisation, 6 ressources sur le sol et sa fertilisation. 3 sur la biologie végétale, avec 2 sur la morphologie végétale, et 1 en zootechnie. Donc on voit bien quand même que là, sur les 10, il y en a 6 qui concernent une rubrique, et 4 autres qui concernent 2 autres rubriques, alors que je vous rappelle qu'il y en a 14 quand même. Donc il y en a certaines qui sont surreprésentées par rapport à d'autres. Voilà donc les 14 rubriques classées par indice de connexion, c'est-à-dire que j'ai fait une moyenne du nombre de connexions et j'ai comparé par rapport à la moyenne globale. Donc par exemple, une rubrique qui présente un indice de connexion de 2 va être 2 fois plus utilisée que la moyenne. 0,5, 2 fois moins utilisée que la moyenne. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'indice de connexion. Donc par exemple, on peut voir que les aménagements paysagers sont la ressource la plus sollicitée et les ressources en arboriculture les moins utilisées. Ensuite, l'indice de dispersion qui correspond, pour ceux qui connaissent, à l'écart type, c'est-à-dire qu'un indice de dispersion fort va prouver qu'il y a certaines ressources qui vont être, à travers une même rubrique, beaucoup plus utilisées que d'autres. Par exemple, en agronomie phytotechnie, c'est pourtant là où il y a les ressources les plus sollicitées, c'est aussi dans cette rubrique qu'il y a les ressources les moins sollicitées. On peut voir aussi à travers ce graphique que les ressources de l'enseignement général ne sont pas parmi les plus consultées. Par exemple, en maths, en expression communication et en histoire-géographie. Je vais faire maintenant un résumé des points essentiels du questionnaire. Donc déjà, ce qui ressort du questionnaire, c'est que les formateurs ont une utilisation, la plupart du temps, ponctuelle des ressources à travers l'année. C'est-à-dire qu'ils les utilisent souvent à un moment donné pour une thématique précise. Une partie spécifique souvent de la ressource est utilisée. La moitié des personnes interrogées, 20 sur 40, déclarent utiliser seulement une partie de la ressource. Donc les trois utilisations principales comme outil d'auto-formation en premier lieu. Donc que ce soit en salle informatique pour l'apprenant ou alors dans le cadre d'une formation ouverte à distance avec une fiche de formation ou par l'intermédiaire d'une plateforme de formation, mais aussi comme outil de révision. Une grande variabilité des usages aussi entre les formateurs à travers un même établissement et pour une même rubrique enseignée. Mais aussi une grande variabilité des fois des usages
à travers les années pour un seul et même formateur en fonction du public qu'il a. Et ça, je pense notamment en CFPPA, où il y a des écarts de niveau entre les différents stagiaires, où certains ont quitté le circuit scolaire récemment, tandis que d'autres reprennent une activité d'études au bout de 20 ans, par exemple. Donc les moyens d'accès aux ressources sont principalement l'ordinateur, le poste individuel en salle informatique ou chez soi, et le vidéoprojecteur essentiellement en cours magistral. Pour ce qui est du tableau numérique interactif, il est utilisé aussi, mais de manière moindre. Il me semble qu'il y a 8 formateurs sur les 40 interrogés qui l'utilisent, qui utilisent le tableau numérique interactif avec les ressources EducaGreenNet. Et aucun mentionne par contre la tablette pour les ressources. Donc par rapport, je vous rappelle, à la question des 3 ressources les plus utilisées, certains formateurs n'ont pas pu citer une ressource en particulier et sont contentés de citer une rubrique, simplement. Parce que pour eux, c'est un tout. Ils ne peuvent pas dire, voilà, j'utilise telle rubrique de compta et gestion plus qu'une autre, parce que vraiment, je les utilise autant les unes que les autres. Donc voilà, la rubrique la plus citée, c'est la compta gestion. La thématique la plus citée, c'est le sol et sa fertilisation, sans surprise par rapport aux statistiques. Et le titre de la ressource le plus souvent cité, c'est la cellule. Donc, à travers les entretiens et ensuite le développement des statistiques que je vais évoquer en fin d'exposé, je vais faire en sorte de vous dire pourquoi la cellule est vraiment sollicitée par les formateurs. Donc j'en viens à la synthèse maintenant des entretiens. Je vais vous présenter dans un premier temps les paramètres qui influencent le formateur dans son choix de ressources. Donc déjà, le formateur peut choisir les ressources par rapport à leurs caractéristiques, que ce soit les rubriques qui les intéressent le plus, leur structure didactique, mais surtout les objets multimédia qui la composent. Par exemple, une formatrice en aménagement paysager utilisait essentiellement la vidéo pour cadencer son cours et pour illustrer les gestes techniques. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, de sélection de la ressource en fonction de l'objet multimédia. Donc voilà, d'une part, le formateur choisit la ressource en fonction de ses caractéristiques, mais en fonction aussi des domaines dans lesquels il fait sa formation, mais aussi par rapport au profil des apprenants, en fonction de l'hétérogénéité des groupes, lorsqu'il s'agit de cours magistraux, aussi par rapport au dispositif de formation, par rapport au matériel d'accès, parce que ce n'est pas la même chose d'utiliser les ressources, par exemple, en salle informatique, parce que ça demande un grand sens de l'organisation pour le formateur. Tous les apprenants doivent se connecter en même temps. Ça prend déjà 10 minutes pour que chacun soit connecté et qu'ensuite il y ait un mouvement, synchronisé de la part de tous les apprenants. Donc en fonction aussi de l'environnement de travail et aussi du type de formation, que ce soit en présentiel ou alors en formation ouverte à distance, ce n'est pas la même façon de concevoir la prescription de la ressource. Donc ces paramètres influençant le formateur dans le choix des ressources va déboucher sur des modes d'usage des ressources. Donc j'en ai synthétisé 4 principaux. Déjà, le complément au substitut pédagogique partiel. J'ai une formatrice à laquelle je me suis entretenu qui enseigne la comptabilité-gestion et qui m'expliquait que certains apprenants en CFPPA arrivaient seulement dans le circuit en décembre et qu'il fallait qu'ils rattrapent l'ensemble des notions en compta-gestion vues depuis septembre. Donc, elle prescrivait ces ressources pour qu'ils se forment eux-mêmes
accompagné bien sûr d'une fiche et d'autres exemples qu'elle tire, elle, de sa propre expérience, d'exemples concrets en lien associés aux ressources en comptabilité-gestion avec, par exemple, l'introduction à la comptabilité-gestion et ensuite des notions un peu plus poussées. Ça sert aussi à faire de la pédagogie différenciée, à attester de l'écart de niveau entre les stagiaires. J'ai un formateur en biologie, en CFPPA, qui m'a expliqué qu'il utilisait les ressources en introduction à son cours en salle informatique, où il mettait chaque apprenant devant, par exemple, le schéma de la photosynthèse à compléter, et qui pouvait ainsi attester de l'écart de niveau des stagiaires selon s'ils arrivaient facilement à remplir ce schéma ou s'ils avaient des difficultés. Et c'est comme ça qu'il s'est rendu compte, d'ailleurs pour l'anecdote, que dans son groupe, il y avait autant un apprenant qui venait d'un CAP maçonnerie qu'un docteur en biologie végétale. Ils venaient tous les deux pour être formés et pour avoir leur diplôme de brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Ça sert également d'auxiliaire pédagogique. L'auxiliaire pédagogique, c'est un outil qui assiste le formateur tout au long de sa séquence pédagogique, donc préparation de cours ou cours en lui-même. On peut inclure dedans l'illustration, c'est-à-dire que le formateur n'a pas forcément l'opportunité d'avoir à sa disposition des échantillons pour illustrer ses propos, par exemple pour les techniques de greffe, pour les aménagements paysagers, toutes ces choses-là, pas forcément les compétences, ils n'ont pas forcément les compétences nécessaires pour créer leur propre illustration, pas forcément le temps, et pas forcément l'opportunité aussi de faire une visite sur le terrain. Donc ces outils leur permettent de montrer le travail à l'œuvre professionnel. Et de manière encore plus, si on considère vraiment la ressource Educagri comme une ressource vraiment ouverte, certains formateurs l'utilisent véritablement comme une banque de données, c'est-à-dire qu'ils vont extraire des images qui leur plaisent pour les réintégrer ensuite dans leur cours. Donc ces modes d'usage des ressources donnent lieu. Donc voilà, j'ai oublié de préciser que plus on va vers la banque de données, plus l'usage de la ressource est ouvert. Donc on peut retrouver la comptabilité-gestion dans le complément substitut pédagogique partiel et la biologie à travers tous les 4 types d'utilisation. Donc le mode d'usage des ressources débouche sur des limites et possibilités évoquées par les formateurs et des demandes que l'on va voir. Donc dans les limites et possibilités, les problèmes d'ordre technique, c'est-à-dire qu'il y a certains formateurs qui sont découragés à parfois utiliser les ressources parce qu'ils utilisaient Internet Explorer et que sur Internet Explorer, certains contenus de la ressource ne pouvaient pas s'afficher, alors que le navigateur Firefox était préconisé pour la consultation des ressources. Bon, très rarement à un niveau inadapté aux stagiaires, c'est-à-dire des fois il y a des notions assez complexes qui sont abordées, je pense par exemple en biologie à la ressource sur les acides nucléiques qui peuvent être abordés que pour les élèves en BTS. Donc ça fait vraiment appel à des notions assez complexes concernant les formules des molécules et toutes ces choses-là. Les codes et références, ça c'est très important, c'est pour dire que des fois les stagiaires sont prêts à utiliser les ressources, mais il y a des petits détails qui vont les empêcher à les utiliser, à les prescrire à leurs élèves.
que ce soit des fois simplement une musique qui peut être qui peut un peu déconcentrer l'apprenant, parce que des fois, elle peut avoir un caractère un peu amusant. Donc, en cours en présentiel, c'est pas préconisé. Ou des fois, ça va être la façon dont on s'adresse aux stagiaires dans la ressource. Il y a une formatrice en biologie qui voulait utiliser la ressource sur la haie champêtre. Et elle m'a dit qu'elle s'est résignée vraiment à l'utiliser parce que le mode de présentation des connaissances se fait par l'intermédiaire de deux personnages au caractère un peu enfantin. Et elle a dit pour des personnes qui sont sur le terrain, qui utilisent les outils en question, et ben ça va pas le faire. Elle dit Pierre et Antoine dans leur jardin, ils vont rigoler quand ils vont les voir avec leur taille haie. Je comptais les faire passer à mes brevets professionnels et au final je peux pas leur faire passer quelque chose comme ça. Après, quelques erreurs au contenu, c'est pareil, c'est anecdotique, mais il est quand même important de les préciser. Il y a une formatrice qui m'a parlé des aménagements paysagers, où l'acteur qui présentait la construction d'un muret de briques ne respectait pas les consignes de sécurité. Donc, la formatrice me l'a fait remarquer. Mais malgré tout, ça ne l'empêchait pas d'utiliser la ressource parce qu'elle était très pertinente et illustrait très bien le principe. Maintenant, je passe à ce que les formateurs valorisent vraiment dans les ressources. C'est les bases avant tout, parce que ça sert en début d'année pour aborder une unité d'enseignement, le début d'un cours, à introduire, en douceur, de manière des fois un peu ludique, une thématique. L'interactivité qui rejoint aussi le côté ludique, parce que non seulement le formateur prescrit les ressources d'une part pour faire apprendre et puis pour donner des fois un complément à l'élève qui en a besoin, qui le réclame, mais en plus de ça, il l'utilise aussi pour cadencer le cours et détendre l'atmosphère également. Ce qui est sollicité aussi beaucoup, c'est la décomposition en étapes du cours. Comme ça, l'enseignant qui veut uniquement prescrire une partie du cours ou l'intégrer dans un parcours de FOAD avec des consignes écrites bien précises, ça va être plus facile pour lui à se repérer. Il y a un formateur, pour l'anecdote, en comptabilité-gestion, qui sollicitait beaucoup celle issue du kit parcours parce que chacune des parties était accompagnée à côté d'un icône qui précisait le type de contenu auquel il avait affaire, que ce soit un diaporama, un QCM ou une fiche résumée, par exemple. Les documents multimédia sont beaucoup sollicités. Malheureusement, dans l'enseignement agricole, d'après les témoignages des formateurs, il y a souvent un rejet du textuel de la part des apprenants. Des moments où il y a plusieurs gros blocs de texte, les apprenants vont être très vite déconcentrés et ce qui valorise vraiment, c'est les images et les vidéos. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai discuté avec un directeur de MFR qui m'expliquait que eux, leur pédagogie pour enseigner des choses de prime abord très théoriques, par exemple comme le théorème de Pythagore, ils servaient de choses très, très pratiques, qui parlaient tout de suite à l'apprenant, comme par exemple, pour illustrer le triangle rectangle, la pente d'une maison avec la hauteur au niveau du sommet et à la base, pour illustrer le théorème de Pythagore. Ou alors, je pense aussi en anglais, ou plutôt que de faire des cours qu'on peut retrouver au collège ou au lycée, ils prenaient un manuel en anglais, par exemple, de botanique, ils le donnaient à l'apprenant et lui demandaient de décrire, par exemple, les caractéristiques de la plante en fonction de ce qu'il pouvait lire. Et il m'a dit que, de manière générale, pour l'enseignement agricole, pour être tout de suite opérationnel, beaucoup de formateurs
faisaient appel directement à des références pratiques pour enseigner leurs connaissances, plutôt que de rester dans le pur théorique qui a tendance un petit peu à susciter le rejet de la part des stagiaires. Donc de ces limites et possibilités sont évoquées dans les entretiens les demandes principales. Donc on retrouve les bases de cours, bien sûr, les références au milieu professionnel, comme je viens de l'évoquer, forme, contenu, exemple, et les éléments multimédia, les illustrations, l'interactivité qui est vraiment privilégiée, notamment en référence au côté ludique. Donc, je vais passer à une partie que je n'ai pas évoquée dans mon mémoire. Je dirais que c'est un petit peu du bonus par rapport au contenu de mon mémoire. J'ai essayé d'identifier les variables qui pouvaient expliquer le nombre de connexions. Donc, premièrement, la position du titre qui apparaît dans le menu. Quand, par exemple, il y a 30 ressources disponibles pour une rubrique, si peu que le formateur, c'est l'hypothèse que j'aimais, n'ait pas d'idée précise de quelles ressources utiliser, il va tout d'abord consulter celles qui lui apparaissent en premier en haut à gauche. Donc c'est pour ça, celles qui apparaissent en haut à gauche, ici, dans cette rubrique, c'est le FIDIE. Donc j'ai comparé le nombre de connexions par rapport à celles qui étaient disponibles uniquement en déroulant le menu, qui apparaissaient un peu plus tard. Ensuite, la généralité du thème abordé. Donc forcément, plus la thématique concerne de monde, plus la ressource va être... plus il va y avoir de connexion à la ressource. On peut voir par exemple pour les bases de travail du sol, sont beaucoup plus sollicitées par exemple que celles sur le colza ou celles sur la vigne qui concernent moins d'établissements. Un autre exemple, par exemple, l'agriculture biologique, comparée à la ressource sur l'huile d'olive d'oignon, qui sont vraiment, au niveau de la spécificité du thème, totalement différentes. Pour revenir aux arbres fruitiers, les deux titres, j'ai comparé aussi les deux titres qui concernent le pommier, qui représentent quand même beaucoup plus de culture en France que celle du cognacier. J'ai mis aussi l'élément de référence qui est la moyenne, à titre de comparaison. La complexité du thème abordé. Donc si je reprends celle sur la cellule et toutes les autres issues de la collection cible, on voit bien que celle sur la cellule est plus plébiscitée parce qu'elle fait vraiment référence à la base de la biologie végétale et animale, par opposition peut-être à celle sur les lipides et les acides nucléiques qui en même temps requièrent beaucoup plus de connaissances. L'évocation du titre, est-ce que le titre évoque quelque chose au formateur et à l'apprenant? Est-ce qu'il est pertinent par rapport au contenu? Je pense que quand on parle du paragraphe ou de la lettre de motivation, ça va tout de suite évoquer quelque chose aussi bien à l'apprenant qu'au formateur et ça va donner tout de suite un côté pratique à la ressource par opposition à celle de l'expansion du nom ou l'expansion de la phrase noyau qui tout de suite sont beaucoup plus complexes de par leur appellation. Enfin, les liens avec le monde agricole. J'ai comparé le nombre de connexions entre les rubriques générales et les rubriques professionnelles. Et pour l'histoire géo, il y a l'ensemble des ressources qui traitent de l'Union européenne, de l'histoire de l'Union européenne, et une qui traite de la politique agricole commune. Et on voit bien que comparer celle sur la PAC et celle sur l'histoire de l'Union européenne, il y a une différence au niveau des connexions. Pour finir, mes recommandations. Donc, par rapport à ce qu'on a pu voir concernant les usages des formateurs, ça serait de développer des grains pédagogiques de base, mais en s'appuyant sur les usages attestés.
véritable. Par exemple, je pense en compta gestion, privilégier vraiment les ressources, je dirais, plus pédagogiques qui incluent vraiment un parcours, une scénarisation, parce que c'est un domaine où des concepts sont à maîtriser et des outils à maîtriser eux aussi par rapport, par exemple, au calcul et toutes ces choses-là. Contrairement, par exemple, je dirais aux aménagements paysagers ou encore à la biologie, on peut se permettre de traiter d'une thématique vraiment de manière indépendante, des fois à travers un schéma. Je vois par exemple une formatrice se demander par exemple une ressource sur le cycle de l'eau. Donc je pense que ça pourrait donner lieu par exemple à une ressource qui se présente sous la forme d'une animation simple avec une légende et des éléments qui apparaissent au fur et à mesure. Ou encore une autre sur le fonctionnement de la photosynthèse. Ensuite, en fonction aussi de l'accessibilité, communiquer sur le navigateur Firefox, il faut bien dire que c'est celui qui prend le mieux en charge les ressources EducAgri, parce que sur les 3 établissements que j'ai visités, il y en avait un qui pourtant utilise beaucoup les ressources, mais qui était configuré avec Internet Explorer. Et enfin, l'astuce du contrôle plus et de la roulette pour augmenter ou diminuer la taille de la ressource, parce qu'il se trouve que des fois, un élément de la ressource n'est pas visible dans la partie écran, et du coup, pour basculer par exemple d'une vignette à l'autre, l'apprenant ne sait pas où cliquer, alors qu'il suffit simplement de réduire la vignette pour voir apparaître suivant. J'ai fini ma présentation, je vous remercie de votre attention. Romain, merci pour cette présentation très fouillée, très, très fine. Enfin, moi, je vous invite à lire le mémoire si vous ne l'avez pas fait, parce qu'il est très, très intéressant. Donc, il y a aussi une partie théorique au début, que tu as simplement effleuré, mais qui apporte des éléments importants et qui t'ont permis d'apporter aussi ces contenus enrichis par les contacts et les rencontres avec les enseignants. Ça, c'est très important. En tout cas, les recommandations, je suppose que nous, en tant qu'éditeurs, on y est très sensible, dans la mesure justement où elles correspondent réellement à des rencontres et des contacts, des discussions argumentées avec les utilisateurs. Ça, c'est très, très important. Merci beaucoup. Voilà. Vous avez probablement des réactions. Oui ? Non ? Des questions, des réactions. On peut prendre un temps justement pour échanger à l'issue de cette présentation. À bâton rompu, alors, je voulais savoir s'il avait été évoqué la place éventuellement de ces ressources dans l'évaluation officielle. Si ces ressources pouvaient avoir une place dans l'évaluation prévue dans les référentiels, voilà, officiellement en tout cas. Alors, des entretiens que j'ai fait avec les formateurs concernant les évaluations, je leur ai demandé et ils ont simplement évoqué le fait qu'ils les utilisaient simplement pour rassurer l'apprenant dans l'acquisition de ses connaissances. Mais je leur ai posé la question et ils ne comptent pas les utiliser de manière à tester et que ça ait vraiment un caractère officiel pour la certification des connaissances. On peut peut-être imaginer que dans la mesure où j'ai cru comprendre, et heureusement, que le contenu des ressources est adapté au référentiel, au contenu des référentiels. Donc on peut quand même imaginer qu'il y a aussi ce rapport ce rapport adapté à une évaluation et une réussite des élèves aux examens en suivant les prescriptions des formateurs. Voilà. Ensuite, tout dépend aussi de la forme du contenu évaluatif. Est-ce que
est-ce que le QCM, par exemple, mesure bien l'acquisition des connaissances entre simplement des fois un vrai faux ou alors un QCM avec des réponses précises, ça n'a pas la même, je dirais, la même force concernant la qualité du contenu évaluatif. Donc c'est aussi à ça qu'il faut veiller. Et j'ai remarqué certaines fois que les propositions dans les QCM se basaient jouaient simplement sur les mots. Et avec un petit peu de bon sens, et par élimination, sans avoir vu le cours, on pouvait aisément trouver la réponse. Alors que pour d'autres, QCM était beaucoup mieux construit. Il fallait forcément, je dirais, consulter le cours et avoir bien appris pour répondre des fois que ça soit aussi en classant, par exemple, pour ce qui est, par exemple, des minéraux qui composent le sol, je repense à ça, l'ordre de quantité de ces minéraux dans la composition du sol. C'est le genre de question qui est vraiment pertinente dans un contenu évaluatif. Je pensais, je ne sais pas, peut-être qu'à terme, pour les ressources à bâtir, est-ce que ça pourrait être quelque chose à prendre en compte, quoi, justement de bâtir des QCM qui puissent en même temps servir d'évaluation? Alors là, il y avait deux questions. Il y a l'évaluation en cours et puis l'évaluation officielle. Moi, j'avais compris que tu posais la question sur l'évaluation officielle, bien sûr. Donc, on peut considérer peut-être que l'évaluation en cours, elle se fait aussi lorsque c'est en présentiel ou en prescription, en auto-formation, mais avec un retour ensuite auprès du formateur, que le formateur a un regard sur le travail fait par l'élève. Ça, on peut supposer ça. Mais bien évidemment que c'est des éléments importants qui doivent être pris en compte et dans une création de ressources. Ouais, ça suppose aussi de construire la ressource différemment, où l'enseignant puisse, suite à la consultation de l'élève de la ressource, avoir une partie qui lui est spécifique, où il puisse consulter les résultats de l'apprenant par rapport à cette ressource. Que ça soit vraiment synchronisé aussi compatible aussi avec les plateformes de formation, où le résultat aux évaluations puisse être transmis sous forme de code, je dirais, et qu'il soit consultable directement par le formateur. Et ça, pour l'instant, les ressourcés du CAGRI ne prennent pas en compte cette fonctionnalité. Oui, content de voir que la cellule, même 10 ans après, existe toujours. En revanche, ça m'a surpris quand même de la voir dans les 10 comme ça individualisé. Je m'explique. Le sol, il y a une cohérence parce qu'il y a plusieurs titres. Et donc, c'est quand même ciblé très domaine agricole. Donc, je comprends tout à fait qu'il y ait beaucoup de connexions. Tandis que la cellule aussi fait partie d'un ensemble plus vaste avec 4 ou 5 ressources. Ouais. Et je ne vois que celle-ci. Et les thèmes, quelque part, elle fait tâche dans le listing. C'est pour ça que je me permets de poser la question de savoir est-ce qu'il y a une explication. Mais je dirais que c'est un ensemble de paramètres qui font qu'elle est sollicitée. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais en fin de cours, il y a aussi une simulation de travaux pratiques avec microscope pour observer les cellules où l'apprenant il peut prendre sa lamelle et puis mettre le contenu et observer au microscope, et ensuite il y a des questions. Et cette petite simulation interactive a servi à certains formateurs à s'en inspirer pour créer leurs propres travaux pratiques. Parce qu'elle décompose bien les étapes des travaux pratiques. Voilà. On serait dans l'objet multimédia, en fait, comme tu l'as décrit pour les vidéos. Là, une formatrice qui utilise une vidéo, justement, et qui s'arrête en cours de vidéo pour faire travailler ses élèves. On serait peut-être dans cette utilisation-là. Bon. D'ailleurs, oui. Moi, je voulais revenir sur la notion de granularité. Dans tes recommandations, on voit que ça revient souvent. Comment ça t'a été remonté, ce besoin par les formateurs de plus de granularité par rapport aux ressources EducaGreenNet existantes? C'est-à-dire, est-ce qu'elles le sont assez, pas assez? Et jusqu'à
quel niveau de granularité il faudrait aller pour répondre plus aux besoins des formateurs? Donc ça, c'est en fonction des usages avérés. Je me suis rendu compte que pour certaines ressources, elles étaient fortement sollicitées pour le contenu multimédia, c'est-à-dire pour leurs images, la pertinence aussi des schémas, des textes, des légendes à compléter, qui étaient utilisées seulement pour ça. Alors que d'autres sont vraiment prescrites dans leur intégralité, comme celles sur les techniques de greffe, qui sont incluses dans le parcours FOAD. Et à partir de ça, je me suis dit que si les formateurs étaient intéressés pour inclure ces ressources dans un programme FOAD, ils envisageraient certaines vraiment d'un point de vue pédagogique, je dirais vraiment d'une ressource dans sa globalité, avec un scénario bien spécifique, un suivi. Et pour d'autres, des moments où il y a une animation, une illustration d'un geste technique, quelque chose vraiment qui permet d'illustrer le cours, alors je pense qu'on peut se permettre de l'isoler et d'en faire une unité de base pour Educagri. Est-ce que je suis clair? Oui, très clair. C'est-à-dire que l'idée d'avoir ces ressources de 30 minutes, 45 minutes, ça reste cohérent. Ouais. Mais il faudrait que ton idée, que le formateur puisse extraire l'atome, c'est-à-dire après définir le degré. D'accord, très bien. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, et puis est-ce que j'ai bien compris que ce n'est pas une demande qui a été exprimée par les formateurs, mais une déduction suite aux observations que tu as faites? Voilà, en lien avec la théorie. Oui, avec la théorie, effectivement, que tu développes dans la première partie de ton mémoire. Parce que dans les entretiens, les formateurs n'arrivent pas nécessairement à poser des mots sur leurs demandes. Des fois, il faut parfois une demi-heure dans l'entretien pour qu'ils arrivent à formuler explicitement leurs demandes et je dirais aussi les minces reproches qu'ils pourraient faire aux ressources. En tout cas, voilà une ouverture qui nous parle. Oui, moi j'aurais deux petites questions. La première concernant l'accessibilité. Oui. À aucun moment j'ai entendu parler d'un regret de la bande passante nécessaire pour consulter les ressources. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui a été parfois évoqué dans les entretiens ou pas du tout? Autrement dit, est-ce que la fluidité d'accès aux ressources est suffisamment bonne pour que personne ne l'évoque? Dans l'ensemble, oui, mis à part les vidéos, où des fois le formateur a besoin de s'y prendre à l'avance pour que le contenu puisse charger, mais sinon, dans l'ensemble, ils sont satisfaits de la bande passante. Je pense... je sais plus ce que je voulais dire. Ça me reviendra. C'est pas grave. Et deuxième point, donc là, on a vu beaucoup le formateur en tant qu'utilisateur en classe. À quelle proportion tu évalues les ressources, enfin, quelle est la proportion d'usage de ces ressources en auto-formation, puisque c'est quand même au départ l'intention des ressources Educagrinet, et l'usage plutôt directement pris en charge par le formateur dans le cadre de ses cours? Ça, c'est difficilement quantifiable. Parce que dans mes entretiens, il n'est pas toujours facile de savoir que les formateurs vraiment évaluent la part qu'ils allouent au cours en présentiel grâce aux ressources et ce qu'ils en font en auto-formation. Mais par rapport au questionnaire, je dirais que c'est assez réparti de manière assez équitable. Je dirais qu'il y a autant de formation en présentiel avec les ressources qu'en FOAD. Mais j'ai pas de chiffres précis concernant ces usages. Et alors là, j'ai peut-être pas été attentif. Tous les formateurs que tu as enquêtés sont des formateurs de CFPPA?
Ah oui, j'ai oublié de le préciser, CFPPA et CFA. D'accord. J'ai eu très peu de ressources des lycées agricoles. D'accord. Merci. Ah, pardon. Oui, dans le travail de Romain, il montre par exemple que 33 formateurs disent l'utiliser comme outil d'auto-formation pour les apprenants. Et il y en a 19 qui disent comme source d'information pour créer son cours, et 26 comme support de cours. Et ce qui avait été déduit dans son mémoire, c'est que le même formateur, c'est là où il n'y a pas, c'est pas ou, c'est et. C'est-à-dire qu'un formateur peut utiliser tantôt comme support de cours pour lui-même, ou tantôt comme outil. Et c'était pratiquement à 50-50. Enfin, en gros, c'était assez équilibré. Oui, mais compte tenu des conclusions, on voit bien en même temps que l'intérêt. Compte tenu des conclusions de Romain, on voit bien que l'intérêt, ça serait en même temps d'imaginer des ressources peut-être organisées de telle sorte qu'elles puissent être à la fois mobilisées en auto-formation, peut-être dans la forme actuelle, mais également plus simplement décomposables pour le deuxième usage qui apparaît comme très fort ici et qui n'était pas forcément l'intention de départ de ceux qui ont mis en route cette collection Educagrinet, quoi. Je crois que ça confirme, comme je travaille sur les formations ouvertes dans les établissements, qu'il n'y a pas tant de formations ouvertes à distance que cela, et que de nombreux formateurs continuent simultanément de faire des cours relativement traditionnels, et du coup ont besoin de ressources, d'auxiliaires pédagogiques. Et effectivement, le vrai enjeu qu'on avait analysé, c'est qu'il faut à la fois fabriquer des ressources qui ont un continuum lié pour l'auto-formation, et en même temps dont on puisse extraire pour l'usage personnel des enseignants dans leurs cours. Évidemment, pour moi, c'est très encourageant parce que ça conforte un peu le concept qu'on a essayé de faire émerger de bases d'atomes documentaires. Mais juste d'un mot, moi, ce qui m'aurait intéressé, c'était de savoir s'il y avait eu des demandes dans les entretiens d'être associés à la conception des ressources par les formateurs. Parce que je pense qu'il y a un deuxième aspect, justement, au-delà de la granularité, c'est de savoir comment cette granularité, elle est potentiellement mobilisable. Alors là, on a des premiers éléments, quand même, qui ont été évoqués. Mais c'est de dire, est-ce que dans les processus de conception que vous utilisez sur les ressources Educagri, est-ce qu'il faut éventuellement les revoir, associer plus largement des formateurs ou s'interroger même en amont, avant même la conception, sur les différents usages, sur les différentes manières de concevoir un cours et pas seulement la ressource, qui permettrait à ce moment-là de savoir comment la ressource peut être mobile. C'est sûr que ça pose de réelles questions dans l'adaptation et l'évolution du processus éditorial. Néanmoins, les ressources qui ne sont pas issues de médias préexistants ont été conçues aussi avec des formateurs, même si elles sont minoritaires. Mais c'est vrai que c'est un questionnement qui va permettre une évolution qui tienne compte, je l'espère, qui puisse tenir compte de ces conclusions. Oui, au-delà de cette granularité où moi je retransforme et je retranscris par rapport aux ressources Educagrinet qui forment quand même un tout, donc il y a une difficulté. Mais au-delà de cette granularité qu'on peut voir, est-ce que l'utilisation de documents et de schémas et d'interactivité a été une réelle demande par rapport à cette étude, par rapport aux utilisateurs? Pour les documents d'illustration, oui. C'est évident. J'ai une formatrice qui déclarait, par exemple, pour les vidéos, utiliser uniquement Educagrinet pour les vidéos en aménagement paysager. Dès le moment où il y a une nouvelle ressource qui se paraît avec une vidéo, elle a dit qu'elle irait la consulter. On retrouve les pratiques des enseignants, en fait. On retrouve des pratiques d'enseignants qui va chercher, qui furette, qui cherche et qui sélectionne, qui trouve et qui met dans un parcours, dans un cours, un ruban pédagogique, des ressources tirées d'un tout.
Ouais. Et je dirais aussi que ces grains pédagogiques de base permettent aussi aux formateurs d'avoir une initiative dans sa pédagogie, de pouvoir construire à sa guise le cours via ces éléments illustratifs ou qui n'a pas forcément accès avec d'autres ressources. C'est l'équivalent d'une base de données quelque part. Ça peut faire fonction, ça fait fonction de base de données dans ces cas-là. Je dirais, oui, c'est concevoir vraiment... Une banque de données plutôt. Voilà, c'est comme je l'ai précisé dans mon schéma de synthèse, c'est l'usage le plus, je dirais, le plus ouvert qu'on puisse faire, c'est la banque de données. Ouais, tu l'avais dit. Je dis, voilà, Tu n'as pas eu de questions concernant les abonnements, les modes d'abonnement Non, étant donné que les établissements dans lesquels je suis allé, c'est des fervents utilisateurs des ressources qui sont vraiment habitués depuis plusieurs années à les utiliser. Non, puis c'était pas l'objet, mais enfin, en tout cas, tu n'as pas... Très bien, très bien. Et donc, base de données, ok, mais donc pour le coup, on distribuerait plus des ressources, mais des documents de base pour que le formateur lui-même crée des ressources. Il y aurait donc une déstructuration. On pourrait être... J'entends ressources, un contenu structuré avec un fil, avec une introduction et une conclusion. Là, on n'est plus dans ce domaine-là. L'idée pouvant être que si, c'est-à-dire de proposer et la ressource telle qu'on l'a fait actuellement, mais déstructurable. C'est-à-dire, c'est ça qui ressort, c'est que le formateur, qui en plus, comme dit Gilbert, ça se peut que ce soit même le même, peut utiliser la ressource telle qu'on la propose, intégralement, mais s'il ne souhaite qu'une partie, qu'un atome, il puisse l'extraire et l'intégrer dans son cours. C'est pas binaire, c'est pas soit l'un soit l'autre, ça peut être les deux. Oui, sauf qu'on propose le Lego monté, et il peut ne prendre qu'une pièce du Lego. Moi, j'avais une autre question. Oui, c'est l'image du Lego. Sauf que nous, on fournit le plan, on fournit le Lego monté, et puis après, il peut le démonter, ne prendre qu'une pièce. Enfin, c'est de sa responsabilité à lui. Non, moi, j'avais une question autour des thématiques. Est-ce que tu as eu des retours de formateurs disant « Moi, je n'utilise pas EducaGreenNet parce que je ne m'y retrouve pas en termes de thématiques, il n'y a pas ce qui m'intéresse ». Et est-ce que, selon toi, il vaudrait mieux couvrir toutes les thématiques, quitte à ne pas mettre en avant tous les avantages du multimédia, l'interactivité, les schémas, que de privilégier des ressources plus abouties sur des thèmes plus forts? Concernant le développement des futures ressources, mon idée, ça serait vraiment de développer celles qui sont en lien vraiment avec l'enseignement agricole, de choses pratiques. À titre d'exemple, en mathématiques, les ressources sont assez peu utilisées. Et j'ai demandé à une formatrice en biologie pourquoi. Parce que, comme on a pu le voir l'année précédente avec les séminaires sur l'école numérique, et notamment avec Maths en poche, Césamat, les ressources abondent en mathématiques et elles sont très bien construites au niveau de la pédagogie. Alors j'estime autant déployer tous les efforts de développement sur ce qui fait vraiment la spécificité de l'enseignement agricole. D'ailleurs, on le voit très bien avec les ressources sur le cheval. Les formateurs en sont très satisfaits parce qu'ils ne s'en trouvent pas ailleurs de ces ressources. Il est vrai que sur Internet, les ressources en maths et en français abondent et des ressources de très bonne qualité. Maintenant, Histoire Géo, donc si j'entends ce que tu dis, on doit aussi en trouver des ressources en Histoire Géo générale en ligne, je suppose. On a une particularité en Histoire Géo, la PAC, là. Donc on aurait peut-être intérêt, c'est ça? On aurait peut-être intérêt à
Est-ce qu'il y a une demande là par rapport à ça, enrichir ces ressources-là par rapport à... Il y a une actualisation annuelle pratiquement, et il va y en avoir une là l'année prochaine. Donc ça peut être une piste qui t'a été suggérée, ou par rapport justement à ces thématiques, différence entre thématiques générales, thématiques spécifiques à l'enseignement agricole, mais en sachant que dans une thématique générale, il y a une part un peu plus spécifique qui est celle de, en histoire géo, la PAC, quoi, en fait. Il y a des choses une demande d'actualisation de ces thèmes, que ce soit la PAC, ou alors les réglementations en agronomie phytotechnie concernant les produits à utiliser, de se tenir au courant et d'actualiser, parce que c'est des choses qui bougent régulièrement. Okay. Oui, mais alors justement, dans le schéma où tu montrais que les ressources sur l'agriculture biologique étaient plus utilisées que celles très pointues sur l'huile d'olive, est-ce que tu as l'impression que certains formateurs ont pensé à se servir même d'un sujet très pointu comme l'huile d'olive, pour s'en servir comme d'exemple pour un sujet plus général, parce qu'ils peuvent aussi penser à se servir d'un sujet pointu, mais dans une vision plus globale, quoi. Oui, ça peut être une idée. Ouais, c'est très pertinent comme question. Après, j'ai pas véritablement de réponse concernant ces titres-là. Je vais pas balayer tout ce que j'ai pris en note, mais est-ce que tu as eu des expressions des enseignants par rapport à l'adéquation des ressources avec le niveau des élèves, qui faisait que les ressources traitaient du sujet mais pas au niveau correspondant à leur public, et de ce fait n'étaient pas exploitables? Oui, il y en a une par exemple sur l'eau. Je pense à celle-là. D'ailleurs, je crois il me semble que c'est celle qui est en démonstration. Il y a une formatrice qui voulait la présenter à ses élèves, mais il y a eu un moment, elle a été rebutée par les formules chimiques. C'est-à-dire, des moments où on arrive dans des choses vraiment pointues, que ce soit ça ou des unités de mesure, ça peut faire blocage. Mais à l'inverse, des ressources trop simples, trop générales, j'ai eu assez peu de retours. D'accord. Et une autre question, est-ce que tu as pu établir une adéquation entre l'utilisation des ressources en auto-formation et puis l'utilisation sur les sites que tu as visités de plateformes de FEAD? C'est-à-dire, est-ce que les enseignants qui prescrivent en auto-formation leurs ressources, enfin, sur quel mode ils les prescrivent? Est-ce qu'elles sont consultées en centre de documentation, ou est-ce qu'il y a des dispositifs qui favorisent ces prescriptions à l'extérieur de l'établissement, par exemple? Bah oui, par exemple, dans le cadre de la FEAD, au sein d'un module, il peut y avoir une prescription dans la fiche d'activité où le formateur dit rendez-vous sur telle ressource. Vu que les ressources actuellement ne sont pas intégrées directement dans le parcours, il faut que le stagiaire aille se connecter sur la ressource en particulier et suivre la prescription ensuite de l'enseignant, c'est-à-dire par exemple consulter telle partie, faites telle activité. Et voilà comment ça se manifeste. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? En tout cas, oui, Gilbert. Ce que je ressens qui est caractéristique de l'ensemble du travail, c'est que les formateurs, comme tu l'as dit, ont du mal à parler de leurs pratiques et des ressources qu'ils utilisent. Mais ce qui ressort, c'est qu'on voit les ressources que sous l'angle des contenus. On parle très très peu des méthodes pédagogiques, notamment pour les ressources d'auto-formation. Elles sont pas apparemment. Donc, est-ce qu'elles sont évoquées par les formateurs? Est-ce que ça les préoccupe ou non, et pourquoi, à ton avis? Bah,
je pense, il y a un formateur en biologie qui disait les utiliser chaque année de manière différente déjà, en fonction du profil des apprenants. Il y va vraiment à tâtons. D'autres, en revanche, ont vraiment bien pensé leur pédagogie concernant les ressources. Et ceux vraiment qui ont été capables de dire, de penser leur pédagogie, c'est notamment la formatrice en aménagement paysager qui disait utiliser la vidéo d'une manière spécifique. Mais sinon, j'ai pas eu vraiment de retour précis où chaque je dirais la ressource vraiment est utilisée toujours de la même façon, et j'ai pas eu tellement de retour, je dirais, sur la façon dont le recul qu'ils pouvaient avoir par rapport à la façon d'utiliser les ressources. Oui, ce qui est intéressant de noter, c'est que tu viens de nous dire que les formateurs donc, se font leur pédagogie et donc créent leurs cours par rapport à leur objectif pédagogique. En revanche, on ne parle pas de nous comme on a appliqué la ressource, enfin la pédagogie par rapport au type de ressources. Et je m'explique. C'est qu'en gros, on nous donne un bouquin et nous, on essaye d'imaginer, on n'est pas des grands pédagogues, mais disons un flux linéaire pour présenter cette ressource. Et donc à aucun moment, il y a eu une remarque qui critique l'application qu'on a pu faire sur la présentation de la ressource. C'est ça ? Oui. Moi, je voudrais juste noter, je me rappelle plus dans le détail ta diapo là sur les limites donc des ressources EducaGreenNet, mais j'ai trouvé qu'il y avait certains points qui étaient applicables à des ressources papier. Je pensais particulièrement aux cibles, voilà, sur les codes et référents, sur voilà, enfin d'une manière générale, je trouvais qu'on pouvait aussi se servir de ces points-là pour certaines de nos ressources papier. Mais il est clair que ton travail est très intéressant parce que ça nous ouvre à des réflexions qui dépassent les simples ressources EducaGreenNet. Hein, ça nous ouvre, comme tu viens de le faire remarquer, à tout notre processus éditorial de conception de ressources, hein, de conception de ressources et d'association à cette conception donc d'autres personnes, telles que les auteurs quand même, et des professeurs donc qui sont des professeurs chevronnés, hein, lorsqu'ils acceptent de franchir le pas et de prendre la casquette auteur. Hein. Donc ça nous interroge là-dessus, ça nous interroge, tu as raison, ça nous interroge aussi sur les autres supports, hein, les ressources qui ont d'autres supports. Donc je veux dire, c'est une source, à mon avis, une source de réflexion, je ne dirais peut-être pas inépuisable, mais en tout cas très, très vaste, et que vraiment je trouve particulièrement intéressant. Je suis ravie aussi de voir que toutes les personnes présentes ici, on sait que Sylvain Berthomier est excusé parce qu'il est très très actif aussi au niveau d'EducaGreenNet, donc il est excusé puisqu'il est en formation à Paris. Et donc je vois que la représentation d'EducaGreen Édition est parmi les éditeurs est très très forte, donc ça nous touche, quoi, en fait, puisqu'on est vraiment sensible et concerné par tout le travail que tu as fait, heureusement d'ailleurs, puisqu'on était un petit peu à l'origine de la commande, en lien avec Éduterre Recherche. Isabelle ? J'ai encore une question. Est-ce que tu penses qu'il y aurait quelque chose à faire de l'ordre de rassembler tous les utilisateurs, de créer une espèce de communauté d'utilisateurs d'EducaGreenNet pour qu'il y ait des échanges de pratiques, ou je pensais typiquement par exemple leur donner peut-être plus d'idées sur comment utiliser nos ressources. Quand je parle de l'huile d'olive, enfin l'histoire de l'exemple, alors bien sûr c'est de l'ordre de leur propre pratique pédagogique, mais enfin est-ce qu'il y a quelque chose à faire de cet ordre-là, quoi ? Oui, pourquoi pas recueillir le témoignage de certains formateurs qui ont trouvé, je dirais, la manière optimale d'utiliser ces ressources et ensuite la diffuser sur le site ou alors lors d'une réunion. Il existe la conférence EducaGreenNet, Rodolphe ?
Moi, je trouve que voilà, moi je salue ton travail parce que j'y retrouve beaucoup de choses qu'on peut observer de notre point de vue, mais notre point de vue, c'est le point de vue de personnes qui sont à la fois sur des travaux de veille et de production, et on n'a pas le temps beaucoup d'interroger nos utilisateurs. Mais pour autant, on observe, on a des échanges, on observe beaucoup de choses. Et là, il y a une synthèse d'une multitude de choses qu'on a pu observer sans pouvoir les quantifier en même temps, et un travail qui leur donne un sens dans l'ensemble. Tu as expliqué au début la complexité des paramètres qui interviennent qui définissent tous ces usages. Donc là, ça donne une lecture beaucoup plus limpide, même pour nous qui sommes dedans. Et vraiment, c'est un travail qui va beaucoup nous aider. Après, c'est pas... si on devait prendre quelqu'un avec ton profil dans les années qui viennent pour faire un travail d'analyse, est-ce que sur quel focus tu imaginerais un travail de... Faire un travail en fonction de l'agencement de la ressource en fonction des thématiques, surtout penser la construction de la ressource, des éléments multimédia, avant tout axés sur la thématique qu'on va traiter. Je pense que quand on parle par exemple des aménagements paysagers ou alors d'un concept assez précis, comme je disais tout à l'heure, comme la photosynthèse, c'est une manière totalement différente d'aborder la connaissance que les principes de base en comptagestion. Et c'est organiser l'architecture de la ressource en fonction du type de connaissance. S'il s'agit par exemple de la transmission d'un geste, d'un savoir, assez encyclopédique, où on doit connaître des noms par exemple de plantes avec leurs caractéristiques simplement. Enfin, tout dépend de la nature du savoir. Et vraiment axer la construction en fonction de ça. Et bien sûr, regarder quand même des standards pour chacune des ressources au niveau de la durée et de la navigation, que ça soit respecté. On retrouve la même structure à peu près à chaque fois, mais que la longueur soit variable selon la thématique, et qu'il y ait des fois des rappels, des résumés de chaque partie pour certaines disciplines, qui est vraiment un fil conducteur. Merci. Est-ce qu'on parle tout le temps parce que j'ai des choses à dire, mais bon. Mais c'est plus des réflexions personnelles que des questions à Romain, c'est des compléments. Voilà. Une question à Romain là, qui vient de me venir, parce que justement on parlait des typologies des ressources. Est-ce que moi, il me semble, en tant qu'ancienne enseignante, il y avait une chose qui m'intéressait beaucoup dans les ressources, c'était la possibilité de pouvoir imprimer des choses. Qui restent des choses. Est-ce que ça a été évoqué, ça? Est-ce que parce que les apports de connaissances sont imprimables, téléchargeables et imprimables sur Educagrinet. Est-ce que ça a été présenté comme étant une qualité des ressources? Véritablement, parce que déjà tous les stagiaires n'ont pas forcément accès à l'outil informatique quand ils sont chez eux, et le fait d'avoir un condensé de cours, un résumé, ça les conforte dans leur apprentissage, et ça a été dit plusieurs fois. Ok, très bien. D'accord. Ouais, j'ai pas les chiffres. Merci. C'était peut-être plusieurs remarques qui ne sont pas dites, mais qui sont en complément et en transparence de cela. C'est que premièrement, on voit bien que les formateurs, ils ne peuvent pas ou difficilement expliciter leur méthode pédagogique. Alors on dit il faut des grains, on est sur les contenus tout le temps. Et ce que vient de dire Romain sur l'adéquation entre la thématique et la ressource, il l'a dit en termes presque de contenu, mais en fait en arrière-plan, ce que j'entends moi, c'est en termes de didactique de la ressource par rapport à la discipline ou à la thématique. On n'apprend pas les jardins espaces verts comme on apprend les mathématiques, comme on apprend. Donc il y a des didactiques spécifiques que les formateurs ne sont pas toujours
en capacité de les expliciter. Je ne dis pas de les pratiquer. Ils pratiquent, mais ils ne savent pas expliciter. Donc il faut, pour répondre à ta question, il faut qu'il y ait une personne intermédiaire qui les aide à expliciter leurs pratiques. D'où l'importance de la didactique professionnelle. La didactique professionnelle, elle est justement elle est utilisée pour expliciter les pratiques qui sont difficilement explicitables, comme tous les métiers, comme toutes les professions. Et deuxièmement, les formateurs, on voit bien dans tes entretiens et tout qu'ils ont très peu de connaissances et de capacité d'analyse des ressources en termes de didactique, en termes de méthode pédagogique. Très très peu. Ouais. Et donc, ils les prennent plutôt comme base de contenu. Or, à mon avis, il y a, et ça, c'est en référence à la remarque qui a été faite, c'est qu'effectivement, les ressources papier ou les ressources numériques, du point de vue des usages, du point de vue des attentes, il n'y a pas beaucoup d'écart, sauf les écarts sur deux aspects. L'interactivité. Alors, il faut s'interroger, qu'est-ce qu'il y a derrière l'interactivité et qu'est-ce qu'apporte le numérique par rapport au papier? Est-ce que c'est l'interactivité fonctionnelle, on fait du tourne-page, ou est-ce que ça va plus loin et qu'on commence à approcher des mini-simulations, des mini-résolutions de problèmes? Bon, je pense qu'il y a un enjeu là derrière qui est spécifique au numérique. Puis le deuxième enjeu, c'est tout ce qui est visuel. Il y a une demande de tout ce qui est visuel, du schéma à la vidéo, qu'apporte le numérique, qu'apporte pas forcément le papier, notamment le visuel mobile, enfin animé. Voilà. Donc là, il y a deux spécificités qui sont fortes. Mais pour le reste, on est dans. Alors je renvoie quand même à tout ce travail qui a été fait par le CNPR, qui a fait des très bons documents sur qu'est-ce que ce sont, du point de vue cognitif, des documents d'auto-formation. Et du point de vue cognitif, c'est-à-dire aider les gens à apprendre, les piloter dans leur apprentissage, leur donner des consignes, tout ce que peut, puisqu'il n'y a plus d'enseignant. Qui fait ça habituellement? C'est la ressource qui prend en charge cette fonction de l'enseignant. Et du coup, là-dessus, les ressources sont encore améliorées de ce point de vue-là, notamment un certain nombre d'éducateurs qui sont plutôt des juxtapositions de contenu que du pilotage cognitif. Voilà, c'était un peu des remarques qu'on s'était faites avec Romain en travaillant sur son mémoire et que je voulais apporter un peu en complément. Voilà. Tu veux conclure, Paul? C'est pas le plus incompétent qui va conclure. C'est plutôt de dire, moi j'ai une proposition de mémoire pour quelqu'un qui suivrait la voie de Romain. C'est aussi d'identifier plus clairement ce que vous avez comme vision des utilisateurs. Rodolphe disait, je sais plus, tout à l'heure que vous aviez une connaissance dans le fond pratique de terrain à travers les contacts avec les auteurs et les utilisateurs. Et je trouve que ça serait intéressant parce que sur quelles informations, dans le fond, vous construisez les fameux linéaires qui étaient évoqués tout à l'heure à l'intérieur de la ressource, qui est une nécessité d'abord de la présentation propre de l'outil conçu, mais aussi pour voir s'il y a une coïncidence ou quels sont les bugs potentiels entre comment ces utilisateurs que vous croisez au quotidien vous parlent de l'usage de la ressource, et du coup, en quoi est-ce que, si on regardait de plus près ce que vous en comprenez, est-ce qu'il y a une coïncidence entre ce que pensent faire dans leurs cours, ce que vous pensez, ce que vous entendez de ce qu'ils vous disent, de ce qu'ils font dans les cours, etc. Et là, il y a probablement des choses qui seraient intéressantes à creuser pour repenser justement, enfin, en tout cas, optimiser la conception des linéaires que vous fabriquez. C'est vrai qu'on est toujours parti de l'aval jusqu'à présent et qu'il y a un croisement à faire avec les réflexions qu'on mène, donc qui ont une orientation éditoriale, bien évidemment, mais qui sont, par la force des choses, éditoriales scolaires, donc avec cette réflexion, mais avec nos propres représentations et notre propre vision. Bon, ben on a pris note de la proposition. Très bien, merci. On peut s'arrêter là, vous, Jean? Est-ce que tu veux... Non? Oui, alors, que dire de moi? Je conclue quand même, mais... encore merci, Romain, merci vraiment. Très beau travail. Merci beaucoup. Et bonne chance pour la suite. Merci.